Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Rebondissement, 8 ans après l'assassinat du préfet Erignac en Corse, Vincent Andriuzzi et Jean Castella ont été acquittés en appel. Ils étaient jusque-là considérés comme les commanditaires de l'assassinat et avaient été condamnés à 30 ans de prison en première instance. La grippe aviaire, la France va pouvoir démarrer les vaccinations. Bruxelles a donné son feu vert. En visite dans l'Ain, Dominique de Villepin a voulu montrer l'exemple en mangeant du poulet. De nouvelles aides financières devraient être annoncées demain pour les éleveurs. Malaise à Saint-Martin dans les Antilles françaises. Un gendarme de la métropole a été blessé mortellement par un chauffard. Les nombreux témoins ne l'ont pas secouru. Certains s'en sont même réjouis. Des proches de la victime dénoncent un racisme anti-blanc. Une enquête est ouverte. La première condamnation d'une entreprise pour recours abusif au contrat nouvelle embauche, le CNE. Le salarié avait été licencié après 3 semaines. Il recevra des dommages et intérêts. Le Pacs avait été combattu par la droite. Aujourd'hui, le gouvernement veut l'améliorer, notamment en matière de succession. 6 ans après son adoption, le pacte civil de solidarité est un succès, aussi bien auprès des couples hétérosexuels qu'homosexuels. Enfin, une bonne surprise, encore une pour la France aux Jeux Olympiques. Rodi d'Aragon, 22 ans, décroche la médaille d'argent en ski de fond dans l'épreuve du sprint. D'abord donc ce coup de théâtre, 8 ans après l'assassinat du préfet Erignac en Corse. Les 2 hommes considérés comme les inspirateurs du commando et qui avaient été initialement condamnés à 30 ans de prison ont été acquittés cet après-midi en appel. Le jury a estimé qu'il n'y avait pas de preuves formelles de leur implication. Ils purgeront toutefois une peine de prison pour d'autres attentats. Sur place, Dominique Verdaillan, Hervé Pozzo. Un large sourire sur le visage de l'épouse de Jean Castella. Condamné à 10 ans pour quelques attentats, son mari est acquitté dans le dossier Erignac. Je vais juste vous dire une chose, je suis au téléphone avec mes parents, voilà, alors excusez-moi. J'oublie pas, ce se dit que ça fait 7 ans qu'on attend cette justice. Ça fait plus de 7 ans. Et pendant 7 ans, le nom il est paru partout, dans la presse, les journaux, c'est les commanditaires, Castella Andriuzzi, c'est les commanditaires d'Erignac, et ça s'oublie pas, ça s'efface pas comme ça. Ça s'efface pas sur un mot, même pas sur acquittement, ça suffit pas. Pour la mère de Jean Castella, les juges du second procès se sont montrés plus consciencieux. Oh ben vous savez, après le premier procès, on pouvait se poser des problèmes. Donc là, on a vu qu'ils étaient plus ouverts et probablement plus honnêtes. Soulagement aussi pour la femme de Vincent Andriuzzi. Lui aussi devrait être libéré prochainement. C'est incroyable. Toutes ces années de souffrance, de galère, bon, j'y croyais plus. Franchement, j'y croyais plus. Je croyais pas qu'on pourrait un jour revivre comme tout le monde. Retrouver une vie normale. On va recommencer à vivre maintenant. Des avocats applaudis. En juillet 2003, Jean Castella et Vincent Andriuzzi avaient été condamnés à 30 ans pour être les commanditaires de l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998. Ils avaient été les seuls à faire appel. Dominique Erignac a quitté l'audience, le visage grave. Pourquoi voulez-vous qu'elle accepte une décision qui effectivement est totalement contraire à celle qui a été prise en première instance? C'est pour elle quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Un verdict qui sonne aussi comme une condamnation des méthodes de la police et de la justice antiterroriste. Un double acquittement dans le dossier Erignac qui, après l'affaire Outreau, risque de secouer à nouveau l'institution judiciaire. La grippe aviaire, l'heure est à la communication tous azimuts pour tenter de rassurer les Français. Jacques Chirac en Conseil des ministres a affirmé qu'il n'y a pas de danger à consommer de la viande de volaille et des œufs. Dominique de Villepin lui est passé aux travaux pratiques. Il était en visite dans l'Ain, c'est là que le seul cas a été détecté. Et le Premier ministre a payé de sa personne. D'abord, vous le voyez en enfilant cette combinaison bleue pour visiter un élevage de pintades et de poulets label rouge. Ensuite, en mastiquant une cuisse du fameux poulet de Bresse avec le ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau et des élus locaux. Une nouvelle aide financière devrait être annoncée demain pour les éleveurs. Dominique de Villepin qui s'est aussi réjoui de la décision de Bruxelles. La vaccination est autorisée. En France, elle va concerner 3 départements où le confinement total est difficile, où il ne peut pas être appliqué. Il s'agit de la Vendée, de la Loire-Atlantique et des Landes. Les Landes où nous retrouvons Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Voici les premières doses de vaccins arrivées cet après-midi chez un vétérinaire des Landes. Dans ce carton, le produit qui doit protéger oies et canards du H5N1, la forme la plus virulente de la grippe aviaire. Il s'agit d'une souche voisine, le H5N2.
L'efficacité est relativement rapide, puisque normalement dans les 15 jours qui suivent, on commence à avoir une immunité qui se met en place, sachant qu'on fait 2 vaccinations, une en bâtiment d'élevage, donc avant que les animaux sortent, et donc un rappel dans les 4 semaines qui suivent. Et la vaccination sous-cutanée, elle se réalise ici à la base du cou. Il suffit simplement de soulever la peau. Un geste simple, souvent pratiqué pour les maladies usuelles des animaux. Techniquement, cette campagne de vaccination ne devrait pas poser problème. L'interdiction de vente à l'étranger des animaux vaccinés, le contrôle sanitaire strict à l'export des viandes et foie gras imposés par Bruxelles, tout cela n'inquiète pas vraiment les éleveurs. Ils craignent davantage la réaction des consommateurs. Aujourd'hui, ils sont dans un état de psychose qui fait craindre quelques réactions inappropriées. La vaccination est faite pour protéger et non pas pour donner la maladie. 700 000 palmipèdes seront immunisés dans 148 élevages landais. Un plan présenté aux vétérinaires ce matin. Selon la DSV, certains canards appelés sentinelles ne seront pas vaccinés. Ce sont eux qui révéleraient une éventuelle apparition du virus. Par exemple, pour un élevage de 3000 canards, il y aura 100 sentinelles. Obligatoirement, ces sentinelles seront contaminées. Donc ça permettra de savoir s'il y a ou non passage de virus. Dans les Landes, les vétérinaires n'attendent plus que le feu vert du ministère de l'Agriculture pour commencer à vacciner. Et ce soir, pour dissiper les craintes, on s'arrête sur quelques questions précises concernant l'alimentation, la chair du poulet, les œufs, la mayonnaise ou encore le foie gras. Explication Nathalie Sapena. Faut-il avoir peur du poulet rôti? Avec la menace de la grippe aviaire, les Français se mettent à abandonner la volaille, à tort. Volaille cuite, aucun risque. Première raison, le virus H5N1 ne résiste pas à une cuisson à 70 degrés. Deuxième raison, il se transmet uniquement par voie aérienne, mais jamais par les voies digestives. Quant aux œufs, aucun risque non plus. Même si un œuf infecté parvenait jusqu'au consommateur, le virus ne survivrait pas à la cuisson. Et pour les préparations à base d'œufs crus, comme la mousse au chocolat ou la mayonnaise, pas d'inquiétude puisque le virus ne se transmet pas par l'alimentation. Ce raisonnement s'applique également pour le foie gras, cuit ou mi-cuit. Il n'y a aucun risque à en déguster car ce n'est pas en mangeant qu'on attrape la grippe aviaire. Alors, escalope de foie frais de canard. Bon appétit, mesdames. L'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, doit rendre un avis dans les jours prochains pour le marteler. Manger de la volaille est absolument sans danger. Dans l'autre grande crise sanitaire du moment, le virus du chikungunya, là aussi le gouvernement veut montrer sa présence. Au lendemain des attaques de la gauche, on en parlait hier, Dominique de Villepin indique qu'il se rendra à La Réunion ce week-end. Et en attendant, vous le voyez, c'est le ministre de l'Outre-mer, François Baroin, qui est sur place. Il a annoncé qu'il souhaitait gérer la crise, je cite, comme une catastrophe naturelle. Première étape, la mise en place d'un guichet unique pour les entreprises en difficulté avec des procédures simplifiées. On en vient maintenant à cette affaire qui provoque la colère et l'amertume des gendarmes à Saint-Martin dans les Antilles françaises suite à la mort d'un des leurs. Raphaël Klein, c'est son nom, a été percuté par un chauffard. Il n'est pas mort sur le coup et pendant son agonie, personne ne serait venu à son secours. Certains témoins se seraient même réjouis. Les proches de la victime évoquent un racisme anti-blanc. Une enquête est ouverte. Zindine Boudaoud, Bernard Connor. La brigade de Saint-Martin est en deuil et les gendarmes sont écœurés. Il y a 10 jours, sur cette longue ligne droite, l'un des leurs a trouvé la mort. Raphaël Klein intervenait pour stopper une course sauvage entre plusieurs motos. Percuté accidentellement alors qu'il était sur le bas-côté, le militaire est grièvement blessé. La suite est racontée par les collègues du gendarme métropolitain à sa veuve. Pendant qu'il était en train d'agoniser, il y avait 40 personnes autour de lui qui l'injuriaient. Donc, son collègue qui était avec lui hurlait allez chercher du secours, allez chercher du secours. Personne n'a été chercher du secours. Vraiment, ils attendaient qu'une chose, c'est que le gendarme meure. Et donc mon mari a été emmené aux urgences puisqu'il n'est pas mort sur le coup, donc il a bien souffert. Et aux urgences, quand on est arrivé, ça criait dans tous les sens en disant oui, on a réussi, on a tué un blanc, on a tué un blanc. Raphaël Klein avait 31 ans, il est décédé des suites de ses blessures. Le chauffard, lui, a été hospitalisé. Après la cérémonie funèbre, les gendarmes de Saint-Martin ont clairement fait entendre leurs revendications à leur hiérarchie. La brigade est même restée fermée plusieurs jours, pétrifiée par le climat de haine qu'ont décrit les gendarmes témoins du drame. La tragique disparition ce dimanche du gendarme Raphaël Klein n'est pas un accident.
elle est faite de délinquants qui ne respectent pas plus la loi que la vie humaine. Révoltée par les faits, la ministre de la Défense a déposé plainte. La justice devra faire la lumière sur cet accident dans un climat tendu. Les suites de la mort d'Ilan Halimi, c'est une cérémonie d'ampleur nationale qui se prépare jeudi demain dans une synagogue à Paris. Jacques Chirac a en effet annoncé qu'il se rendrait sur place. C'est une démarche rarissime. Elle fait suite aux indications sur le possible caractère antisémite du crime. Yann Fronty, Samuel Humez. L'organisation de la cérémonie à la mémoire d'Ilan Halimi a été décidée hier soir. Mais ce que les représentants de la communauté juive ne savaient pas encore, c'est que les plus hautes autorités de l'État, dont le président Jacques Chirac, y participeraient. Le président de la République a pris en compte l'émotion de la communauté et également la mesure de la gravité de l'événement pour toute notre société. Avec le meurtre d'Ilan, c'est toute une communauté en effet qui se sent aujourd'hui visée. Vous avez le journal, la page d'aujourd'hui? Comme ici, à Sarcelles. Voilà. Et moi je pense que c'est un acte antisémite, oui c'est clair. C'est clair. C'est un enfant de cet âge? Bien sûr, c'est un gamin. Moi j'ai un enfant qui a 18 ans aujourd'hui, il peut lui arriver la même chose. Franchement, on n'est pas du tout en sécurité et je pense que c'est franchement... c'est grave, c'est très grave ce qui s'est passé. Voilà. Il y a quand même en France surtout un antisémitisme ambiant qui est caché et puis de temps en temps voilà, qui refait surface. Ça rappelle nos enfances, à nous les anciens, les Allemands, ce qu'ils faisaient de nous. C'est tout. Un sentiment de dégoût et d'incompréhension face à un crime odieux partagé par toute la classe politique aujourd'hui. Abasourdi, abruti par cette violence et on a vraiment tous envie de voir la tête des types qui ont commis cette atrocité. Il est normal qu'au plus haut niveau de l'État, les signes symboliques, la présence auprès de la famille, des amis, mais aussi de la communauté, soient là pour montrer la solidarité. Demain, c'est le pays dans son ensemble et dans sa diversité qui sera donc représenté à la synagogue de la Victoire à Paris, donnant à l'office un caractère de recueillement national. En ce qui concerne l'enquête maintenant, la police poursuit sa traque. Le gardien de l'immeuble où se sont déroulés les faits a été mis en examen et écroué ce soir. Ce qui retient l'attention aussi, c'est le silence des voisins. Amaury Guibert, Delphine Paric-Miller. C'est au fond de ce couloir, à la cave, qu'Ilan Halimi a été séquestré et torturé. La porte, enlevée depuis par la police, le bruit de la soufflerie ont sans doute étouffé ses cris. Mais les habitants de cet immeuble de la cité de la Pierre Plate de Bagneux ont-ils vu quelque chose? Dans le quartier, l'affaire a créé un choc. Comment le drame a-t-il pu se jouer à côté de chez eux? Il y a des gens qui devaient savoir, mais qui n'ont rien dit. Par rapport, je pense, la famille des jeunes, je pense que certaines personnes devaient être au courant et qui n'ont pas parlé. Certains veulent rester anonymes, d'autres non, pour bien préciser que la loi du silence ne s'applique pas ici. Nous sommes tous des citoyens, on est là pour s'entraider. Dans les quartiers, justement, en général, lorsqu'il y a un problème, il y a une solidarité qui se crée. Et si aujourd'hui on savait qu'il y avait une personne qui était là, qui était retenue, il n'y a pas de raison pour que personne ne parle. Un sentiment partagé par Nicole Gibard, elle habite la cité depuis 30 ans. Ici, si on voit quelque chose d'anormal, les gens sont capables d'appeler la police. C'est pas une zone de non-droit, hein. Ils appellent la police assez facilement quand il y a trop de bruit ou des choses comme ça. D'ailleurs, certains habitants s'étaient plaints de troubles au voisinage, comme l'occupation de ce hall situé juste au-dessus de la cave où Ilan Halimi a été séquestré. On pouvait rien dire. Moi, j'ai téléphoné pour y voir des mains courantes au commissariat de police de Bagneux, je ne sais combien de fois, pour leur signaler qu'il y avait du bruit, qu'il y avait de la fumée de cigarettes. Occupation de hall, squat, des nuisances qui se développaient depuis plus d'1 an. Une pétition avait alors circulé parmi les locataires. Elle visait le gardien de l'immeuble, accusé de laisser faire. L'homme est depuis hier en garde à vue, suspecté d'avoir sous-loué en cachette cet appartement où Ilan Halimi a passé plusieurs jours de sa détention. Le gardien affirme qu'il n'en savait rien. En tout, 12 personnes ont déjà été mises en examen dans le dossier. Mais le principal suspect, lui, court toujours. Youssef Fofana serait en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Sur place, 2 enquêteurs français assistent leurs confrères ivoiriens de la police judiciaire. Et ils ont une piste, un homme portant le même nom que le chef présumé du gang a séjourné dans cet hôtel de la ville. La justice encore avec la suite des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Depuis hier, ce sont les instances chargées d'accompagner et d'encadrer le juge Burgot dans son enquête qui sont au centre des auditions, chambre d'instruction ou juge des libertés avec un nouveau moment intense. L'une de ces juges a confié son désarroi. Caroline Gauthier, Antonin Broutard.
Les anciens magistrats de la Cour d'appel de Douai face aux parlementaires. Pendant l'instruction de l'affaire Outreau, ces hommes et ces femmes ont validé, à de très rares exceptions près, les actes du juge Burgot. Ils assument. Ne jugez pas les juges. L'acte de juger, c'est un acte difficile qui suppose notamment impartialité, mise à l'écart de ses préjugés et de ses sentiments personnels. Réécrire l'histoire est toujours plus facile quand on en connaît la fin. Avec vigueur, ils défendent leur travail, évoquant un dossier suffisamment solide. Les enfants ont fait des déclarations qui nous sont apparues cohérentes, convergentes, à un moment où ils étaient placés dans des familles d'accueil différentes, des déclarations qui ont été réitérées à différents moments de la procédure. Hier, une tonalité bien différente avec les juges des libertés et de la détention. La détention provisoire, c'est eux qui ont décidé, là encore. Ils ont toujours ou presque confirmé les décisions du juge d'instruction, faute de moyens, faute de temps surtout. Lorsqu'il s'agit d'apprécier une demande de placement en détention provisoire, je pense qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et je crois qu'il aurait été quand même opportun que la loi prévoie qu'effectivement le juge puisse parfois dire moi je statue pas à 1 h du matin. À propos du dossier Outreau, cette magistrate parle même d'une épreuve. Une situation comme celle qui s'est produite avec ce dossier, c'est forcément un motif d'angoisse et de souffrance, je dirais même, collectivement pour les magistrats. Dans la bouche de la plupart de ces magistrats, certains mots reviennent. Nous sommes sur le fil, sur des sables mouvants. Économie, d'abord la remise du rapport de la Cour des comptes, comme chaque année. Innovation pour ce cru 2006. Son premier président, Philippe Séguin, a souhaité qu'une large part soit consacrée aux suites des observations des années précédentes. Pour lui, et contrairement aux idées reçues, ces préconisations sont souvent suivies des faits lorsqu'elles dénoncent des irrégularités ou des insuffisances. Une décision très commentée en plein débat sur les nouveaux contrats de travail. Il s'agit de la première condamnation d'une entreprise pour recours abusif au CNE, le contrat nouvelle embauche créé il y a quelques mois. Le salarié, un contrôleur automobile de 51 ans, avait été licencié après 3 semaines. Il a obtenu gain de cause. Vincent Fourcade, José Boulestex. L'histoire commence par une bonne nouvelle. En mai dernier, après plus d'1 an de chômage, Philippe retrouve un emploi de contrôleur technique automobile, un CDI en bonne et due forme. Mais après une période d'essai de 2 mois, son employeur le convoque, le contrat nouvelle embauche vient tout juste d'être créé. Il a résilié mon contrat de travail de CDI et dans la foulée, même dans la minute qui suit, il m'a sorti un nouveau contrat de travail avec le contrat salariat nouvelle embauche. Et ce contrat nouvelle embauche ne va pas durer longtemps. 3 semaines plus tard, il est à nouveau remercié. 2 embauches et 2 licenciements en seulement 3 mois. Philippe attaque en justice pour rupture abusive de contrat. Et les prud'hommes viennent de lui donner raison. Car pour les conseillers, le CNE est destiné, comme son nom l'indique, à favoriser de nouvelles embauches. Il ne peut être utilisé dans le seul but de précariser la situation d'un salarié. C'est la toute première fois que la justice avait à se prononcer sur le contenu du contrat nouvelle embauche. Cette souplesse on ne doit pas en abuser. Et on ne peut pas licencier quelqu'un, ou plutôt rompre une période d'essai dans la même société pour rembaucher le lendemain en contrat nouvelle embauche. Ça, c'était attendu et c'est très bien parce que ça limite l'utilisation du contrat nouvelle embauche à son objet. C'est le premier revers juridique pour le contrat nouvelle embauche. Mais le principe même du CNE n'est pas remis en cause. Il demeure un CDI et les licenciements sans justification restent autorisés pendant une période d'essai de 2 ans. Le succès du PACS, à l'époque le pacte civil de solidarité, avait été créé à l'intention des couples homosexuels il y a 6 ans. Eh bien, il est très prisé également par les hétérosexuels alors que le nombre de mariages stagne. On sait que la droite l'avait combattu au moment de sa création. Le gouvernement souhaite maintenant l'améliorer. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry, Vincent Kellner. Leur union ne ressemble en rien à une amourette sans lendemain. Pensez donc, 33 ans de vie commune. En 2004, elles ont voulu officialiser. Elles se sont pacsées. C'est quand même symboliquement un moment fort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé de ça. se retrouver la cinquantaine, aux grèves d'un tribunal, voilà, en train et devant un notaire, puisqu'on est passé aussi devant un notaire, pour inscrire quelque part dans la réalité juridique nos liens. Voilà.
Et depuis 2005, le Pacs offre un petit plus, le même régime fiscal que le mariage avec la déclaration d'impôt conjointe. Du coup, ce contrat-là voit la vie en rose. 204 000 couples homo ou hétéros se sont pacsés en 7 ans, avec une augmentation de 50% entre 2004 et 2005. Le mariage, lui, en prend un coup. Même avec ses 271 600 unions, il enregistre une baisse de 10%. Nul n'aurait fait ce pari-là en 1999. Pour 315, contre 249, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le Pacs. Le Pacs est adopté, mais après 70 heures de débat entre joutes verbales et crises de nerfs. Comme c'est indigne cette maison. Mais arrêtez, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sur les bancs de la droite, Roselyne Bachelot en pleure tant elle est seule dans son camp à défendre le Pacs. Christine Boutin craque aussi, pas pour les mêmes raisons. Elle combat le Pacs, elle ira jusqu'à brandir la Bible dans l'hémicycle. Ironie du sort, ce sont aujourd'hui ses amis de l'UMP qui proposent d'amender le Pacs, mais Christine Boutin, elle, n'en démord pas. On est en train de se mettre dans la gueule du loup par rapport à ceux qui disent qu'ils ne vaudront jamais du mariage. Il est bien évident que plus on rapproche le statut du Pacs et les avantages du Pacs de ceux du mariage, il n'y aura pas de raison de le refuser. De fait, le toilettage du Pacs, si ce n'est pas le mariage, ça y ressemble. 2 nouveaux avantages. En cas de décès, l'octroi de la jouissance du logement commun aux conjoints survivants, et puis l'instauration du régime de séparation de biens. Autrement dit, chacun récupère son frigo ou sa commode en cas de rupture des biens jusqu'à présent considérés en commun en indivision. Si Claire et Christine se réjouissent de l'amélioration du Pacs, elles redoutent que cela n'enterre le mariage homosexuel. À l'étranger, d'abord ces images d'Irak où les affrontements entre communautés religieuses sont encore montés d'un cran aujourd'hui. Le mausolée chiite de Samarra, considéré comme l'un des premiers lieux saints chiites, a été la cible d'un attentat. Une partie de la coupole recouverte d'or s'est effondrée. L'explosion n'a pas fait de victimes, mais son retentissement est énorme. 3 jours de deuil national ont été décrétés et en représailles, les chiites s'en sont pris à plusieurs dizaines de mosquées sunnites. 3 imams et 3 fidèles ont été assassinés. Voilà qui ne devrait pas arranger les choses dans les négociations en vue de la formation d'un gouvernement d'union. Ingrid Betancourt entamera demain sa 5e année dans la jungle colombienne comme otage de la guérilla. Sa famille et son comité de soutien étaient reçus par Philippe Douste-Blazy qui s'est dit plus décidé que jamais à tout faire pour sa libération. Mais les nouvelles sont peu encourageantes sur le terrain puisque les FARC qui détiennent Ingrid Betancourt ont réaffirmé qu'ils ne négocieront pas d'échange avec le gouvernement d'Alvaro Uribe. Les FARC qui menacent même de garder les otages 4 années de plus si Uribe est réélu en mai prochain. Sur place, la hantise des enlèvements est dans tous les esprits. Une société est en train de faire fortune en vendant, vous allez le voir, des chemises par balles d'un nouveau genre. Envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Mathias Second. À première vue, Bogota, capitale de la Colombie, offre une image paisible. Pourtant, ce pays détient le record du monde des prises d'otages. De même, à l'œil nu, cette chemise paraît banale. Le président Uribe porte une chemise comme ça, une guayabaya. Elle est blindée, le président de Chavez en a une aussi. On nous demande surtout des débardeurs et des vestes en cuir ou en daim. Qui vous les commande? Des PDG, des chefs d'État, des ministres. Miguel Caballero dirige une maison de couture unique au monde. Ses vêtements de ville ou de sport sont tous blindés. À l'intérieur des doublures, ses ouvrières dissimulent des plaquettes souples et légères, mélange de nylon et de polyester. Un matériau de dernière génération, paraît-il, capable de résister à un tir de revolver ou de mitraillette. Nous sommes plutôt sceptiques. Miguel décide alors de faire un essai devant nous. Le cobaye, le directeur commercial, engagé le matin même. J'espère que ça va bien se passer. Sois tranquille. Pas très rassuré malgré son sourire affiché. Uno, dos. Tu as senti un choc? Se siente el empujón. No, es como un puño.
C'est comme un coup de poing dans le ventre, mais ça ne m'a pas fait mal. Vous savez pourquoi on fait ces essais devant les employés? Pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne fabriquent pas une simple chemise. Si on monte les poignets à l'envers, ce n'est pas grave. Mais pour notre genre de commerce, on ne peut pas se tromper. Ça marche ou ça ne marche pas, et on tue la personne. Miguel se lance dans l'exportation de sa mode blindée. C'est encore tout chaud. Avec un label garanti selon lui, si c'est efficace en Colombie, ça marche dans le monde entier. Retour en France avec les vacances mouvementées des 542 passagers d'un vol Corsair au Mexique. Ils devaient rentrer dimanche, ils ne sont arrivés qu'aujourd'hui à Paris. Tant pis pour la rentrée scolaire. L'avion est resté bloqué 2 jours avec des incidents techniques en cascade. Stéphane Bretner, Alain Locasio. Évidemment, après 2 nuits blanches, les nerfs sont à vif. Il n'y avait pas à manger dans l'avion. Surtout devant les responsables de la compagnie Corsair. À Paris, c'est pire qu'à Cancun, c'est honteux. Après 48 heures de retard, les 542 passagers en provenance du Mexique arrivent enfin à Paris. Irrités, c'est le moins que l'on puisse dire. On a été pris en otage pendant 48 heures à Cancun avec personne qui s'est occupé de nous. Aucune assistance. Aucune assistance. Pas d'eau. Moi, j'ai demandé de l'eau pendant 2 heures et au bout de 6 heures, on n'avait toujours pas un verre d'eau. Tout commence dimanche soir, après une semaine de vacances au bord de l'eau. À 22 h, les passagers sont à bord du Boeing 747, prêts à décoller. Mais le commandant de bord annonce un problème de démarreur. Après 6 heures d'attente dans l'avion, tous les passagers débarquent et sont répartis dans les hôtels de Cancun. Mais par manque de place, une centaine d'entre eux doivent être logés à Mérida, distant de 400 km. Lundi soir, nouveau départ pour Paris et la nouvelle panne, encore du démarreur. Cette fois-ci, les passagers décident de camper dans l'aéroport en attendant un nouvel avion. On ne voulait pas partir non plus tant qu'on n'aurait pas eu une réponse d'un avion fiable. Parce qu'on s'est dit, ça y est, ça se trouve, peut-être Corsair va nous envoyer un petit Boeing ou vont tenter de réparer pour une 3e fois, sachant que le personnel navigant ne voulait pas remonter dans le même avion. La panne technique comme les intempéries étant des cas de force majeure, la compagnie n'a pas l'obligation de dédommager les passagers. Mais Corsair a quand même décidé d'offrir une compensation financière à tous les clients du Cancun Paris. Et à propos des vacances, la vogue des techniques anti-stress et des messages relaxants progresse chaque année. Un énorme rassemblement, plus d'1 million de personnes, vient d'avoir lieu à Bangalore, en Inde, autour d'un gourou connu dans le monde entier. Au programme spiritualité, musique, méditation, les Occidentaux qui avaient fait le voyage étaient au moins aussi nombreux que les Indiens. Envoyés spéciaux, Yasmina Farber, Philippe Jasselin. 3500 personnes communient dans un même souffle, le pranayama. Américains, polonais, coréens, tous fervents adeptes de cette technique indienne de respiration. Femmes au foyer, ingénieurs, patrons de grandes sociétés, ils sont venus casser la routine occidentale. Cette inspiration, c'est leur bien-être au quotidien. Si vous sentez un poids dans la poitrine, arrêtez de vous agiter. Installez-vous confortablement. Quand ce malaise sera parti, pensez au yoga. La Fondation Art de Vivre propose des cours dans le monde entier. Mais venir en Inde, c'est le pèlerinage pour recharger les batteries. Il y a on relâche beaucoup de stress, de tension, donc ça fait beaucoup de bien. Et lorsqu'on expérimente la méditation tous ensemble, ça a un effet très puissant sur tout l'organisme. Le maître, l'inventeur de cette technique anti-stress, c'est ce petit homme aux airs taquins, Sri Sri Ravi Shankar. Dès l'âge de 7 ans, il excelle dans l'apprentissage des textes sacrés hindous. En 82, il devient un gourou vénéré. Depuis, l'homme a su rester accessible et très lucide. Parfois, les gens pensent que le yoga, la méditation ne sont pas des courants majeurs. Ils estiment que seuls quelques illuminés les pratiquent. Mais ce genre d'idées préconçues envers cette culture, cette religion, cette tradition disparaissent petit à petit. Les gens ont l'esprit plus ouvert. 8000 personnes sont réunies pour les 25 ans de la Fondation dans un ashram aux aires de club de vacances. 9 jours de stage et d'hébergement coûtent 450 €, le prix de l'équilibre spirituel. Patrick a rencontré Sri Sri à Paris il y a 20 ans. Rien à voir avec de l'embrigadement, le gourou est un professeur. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'on ne nous a pas appris à l'école, ce qu'on ne nous a pas appris dans notre famille.
on ne l'apprend nulle part en Occident. Et en Inde, ils ont depuis des millénaires toujours cherché à transmettre ces quelques techniques pour détendre et approfondir la connaissance de soi. Invité aux Nations Unies, à la Commission européenne, Sri Sri Ravi Shankar a gagné une crédibilité internationale. La fondation gagne des millions avec l'argent des stages, les donations, des fonds pour des œuvres caritatives comme cette école de petits prêtres, les Pandits. Ici, les enfants défavorisés apprennent les textes sacrés. Tous gagneront leur vie dans des temples, mais qui sait si l'un d'eux aura le charisme d'un futur gourou. Tous les soirs, le maître donne le ton. Une forme de spiritualité qui enthousiasme déjà 2 millions de personnes. Respirer, chanter, se détendre, une recette si simple. C'est merveilleux. On est là, au milieu de tous ces gens formidables qui chantent tous ensemble, c'est fabuleux. Étrange petite planète sous la pleine lune de Bangalore. Le sage indien, lui, dit savourer l'harmonie, pas le pouvoir. En bref, la France compte 2 nouveaux cardinaux à Rome, Albert Vanois et l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard. Ils font partie des 15 premiers cardinaux qui seront nommés par Benoît XVI. Le pape a convoqué un consistoire à cet effet le 24 mars prochain. Les sciences, les satellites SPOT qui permettent de photographier la Terre fêtent leurs 20 ans. À l'époque, on parvenait à distinguer une ville. Aujourd'hui, on peut lire une plaque d'immatriculation. Nicolas Lemarinier. Embrasser notre planète d'un seul regard, prendre de la hauteur pour mieux voir les changements qui l'affectent. C'est la tâche des satellites SPOT depuis 20 ans. En 2 décennies, ils ont transmis des millions de photographies de la Terre. Top. 22 février 1986, le satellite Spot 1 est mis en orbite. Les premières images ont une résolution de 10 mètres. Ici c'est Nice, il faut avoir l'œil. Là c'est Toulouse, la ville rose est repeinte en vert, ce sont les habitations. Et voici Toulouse, 20 ans après, vue par le satellite dernière génération, Spot 5. La résolution est de 2,50 mètres. On peut aussi compter les petits bateaux dans le port de Hong Kong. Et pourquoi pas survoler le Vésuve et en relief, s'il vous plaît. En 20 ans, Spot a permis aux chercheurs de surveiller la végétation, les ravages de la déforestation. Ici, en Amazonie, la forêt en rouge diminue sans cesse. À 822 km d'altitude, Spot 5 continuera de tourner jusqu'en 2007. Il est devenu une référence mondiale avec près de 10 millions de clichés. Le guide Michelin vient d'attribuer ses récompenses aux meilleurs restaurants de France. Un seul, cette année, a été promu 3 étoiles, les Maisons de Bricourt à Cancale en Bretagne. Et c'est toute une ville qui en bénéficie. Romuald Bonan, Jacques Deveau. Il y a un petit peu de moutarde sauvage. Ça, c'est un petit peu de mouron des oiseaux. Et puis, elle était un petit Le chemin des douaniers, de la baie de Cancale et ses herbes aromatiques. Depuis toujours, c'est là, entre terre et mer, qu'Olivier Rollinger puise ses saveurs. Un cuisinier marin dont les plats sont pour lui comme des voyages au bout du monde, avec leurs souvenirs épicés. On construit des goûts avec 10, 12, 14, 15 épices. On en a une qui arrive, puis ensuite l'autre, un petit peu comme des paliers comme ça. C'est un jeu, vous voyez qu'il y a un jeu de saveurs. Saveurs parfois toutes proches, issues du terroir cancalais et de ses eaux côtières, rougets, turbots, coquilles que la famille Tachet, pêcheur de père en fils, fournit au chef cuisinier depuis 16 ans, une histoire de confiance. Moi, c'est mon fils qui mène le bateau et il sort tous les jours, mauvais temps, beau temps, et il fait son meilleur possible, quoi. Bon, je veux dire, mais Olivier, bon, c'est quelqu'un de sincère, en fait. C'est un pur, hein. C'est un vrai. Mais sur le globe, les mers sont partout. Alors depuis 15 ans, les vents portent toujours le chef chez Bruno Tran, son ami rennais, expert en galanga et autres mangues. Tous les semaines, il passe chez nous pour prévision les fruits, les légumes. Hein, surtout, il ne voit pas le prix, il voit que la qualité. La qualité qui, après 18 ans d'attente, fait d'Olivier Rollinger le premier général 3 étoiles de la cuisine bretonne. La cuisine fait partie totalement de cette nouvelle identité culturelle bretonne, au même titre que sa musique ou sa littérature.
Un cuisinier des antipodes, fidèle au pays de Cancale, son seul port d'attache. Les Jeux Olympiques, il s'appelle Rodi d'Aragon, il a 22 ans, personne ne l'attendait à ce niveau. Il vient d'offrir à la France une 8e médaille, l'argent en ski de fond. Florent Gautreau, Régis Maté. C'est ce qu'on appelle la magie des Jeux, la course d'un jour, le jour J, le jour de Rodi. Rodi d'Aragon, 22 ans, celui que personne n'attendait, offre au ski de fond français sa première médaille dans toute l'histoire des Jeux. Je suis content pour toute l'équipe de France et j'ai jamais fait de podium, j'en claque un aujourd'hui, c'est fabuleux, mais je réaliserai plutôt ces prochains jours. Ils sont 4 au départ de la finale du sprint. À l'arrivée, toutes les places sont bonnes, sauf la dernière. Et justement, d'Aragon Dossardis est longtemps 4e. Je me suis dit vraiment, par derrière, et de toute manière, il faut que tu en battes un sur la fin, donc tu skis tranquillement derrière les autres. Et voilà, tu mettras tout à la fin. 1 km 300 à fond et un sprint qui voit d'Aragon remonter à la 3e place, puis à la 2e. 2e derrière le Suédois Lind et 1er dans le cœur de ses parents, venus du Grand Bornand, heureux et un peu surpris. J'aurais pas cru, je me cachais derrière les gens, je n'aurais pas pensé. Je suis très fière. C'est magnifique, surtout l'âge qu'il a, il en verra d'autres. Un jour, j'espère qu'il pourra toucher l'or, mais c'est magnifique ce qu'il a fait aujourd'hui. Militaire chez les chasseurs alpins, étudiant en IUT, Rodi d'Aragon est un bon garçon et un champion heureux. Chez les d'Aragon, l'argent fait le bonheur. Football, la Ligue des Champions, 8e de finale, de l'autorité et un peu de chance pour Lyon qui a fait une grande partie du chemin en s'imposant 1-0 sur la pelouse du PSV Eindhoven hier soir. But signé Juninho sur coup franc avec, vous l'avez vu, un gardien malheureux. Et voici sans doute le plus beau but de la soirée. Il est signé Thierry Henry qui a fait tout seul. 4 défenseurs dans le vent et au bout une victoire 1-0 pour Arsenal face au Real Madrid à Madrid. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h50, Eva Darlan, Madame la Proviseure. À demain.